Aux funérailles du baron, la plus vieille esclave de la plantation révéla le secret de 25 ans et la baronne. Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir, d'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Paris, Montréal, Dakar, et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Maintenant commençons. L'aube se levait à peine sur la vieille plantation du sud de la France, lorsque les premières cloches de la petite chapelle retentirent, annonçant le jour des funérailles du baron. La brume roulait encore au ras des vignes et des champs, enveloppant le domaine d'un voile gris qui rendait tout plus silencieux, plus lourd. Dans la cour centrale, les domestiques s'affairaient déjà, frottant une dernière fois les pierres, alignant les lanternes à huile, vérifiant que rien ne viendrait perturber la cérémonie que la baronne voulait irréprochable. À l'intérieur de la maison principale, la grande salle avait été transformée en salon funéraire. Au centre, sur un socle recouvert de velours noir, reposait le cercueil du baron, fermé, entouré de chandeliers en argent dont les bougies laissaient couler des filets de cire blanche. L'odeur d'encens se mêlait à celle de la cire et des fleurs fraîchement coupées, lisses, roses blanches, quelques branches de laurier choisies soigneusement par la baronne elle-même pour symboliser la pureté, la noblesse, la victoire sur la mort. La baronne se tenait près du cercueil, immobile, dans une robe noire parfaitement ajustée, corsetée au point de lui couper presque la respiration. Son col montant en dentelle enfermait son cou dans un cadre rigide, et un voile fin retombait sur son visage pâle. Elle accueillait les premiers arrivants par un léger mouvement de tête, mesuré, sans jamais laisser sa voix trembler, ni ses épaules s'affaisser. Elle avait répété ce rôle toute sa vie, celui de l'épouse digne, froide, au-dessus des émotions trop visibles. Les voitures commencèrent à se succéder devant le perron. Les notables des environs, propriétaires terriens, magistrats, officiers à la retraite, descendaient un à un vêtus de noir, leurs épouses enveloppées de châles sombres. Les domestiques ouvraient les portières, prenaient les manteaux, guidaient les invités vers la grande salle. Les conversations se murmuraient, étouffées, entre deux signes de croix. On parlait de la santé fragile du baron depuis quelques années, de sa chute récente dans l'escalier, de sa fin rapide mais digne. Personne ne mentionnait la dureté de sa gestion, ni les cris qu'on entendait parfois la nuit lorsqu'une punition exemplaire était infligée dans les dépendances. Au fond de la salle, presque collés au mur, se tenaient les anciens esclaves affranchis. On leur avait permis d'assister à la cérémonie, par charité chrétienne, mais on leur avait bien précisé où se placer et surtout comment se comporter. Tête basse, silence, pas de larmes trop visibles, pas de gestes brusques. Ils étaient vêtus de leurs meilleurs habits, chemise propre, robe simple mais soignée. Pourtant, même ainsi, ils formaient un bloc à part, comme une ombre en marge de la lumière dorée des chandeliers. Parmi eux, Marianne se tenait droite, les mains jointes devant elle. Sa peau marquée par le temps, ses cheveux presque entièrement gris dissimulés sous un foulard sombre, ses yeux profondément enfoncés, tout en elle disait l'âge et les années de labeur. Elle avait connu le domaine avant les rénovations, avant les nouvelles dépendances, avant même que la baronne n'épouse le baron. Elle se souvenait du premier convoi d'hommes enchaînés, de leurs regards perdus, lorsqu'ils avaient posé le pied sur cette terre qui ne serait jamais la leur. Ce matin-là, pourtant, ce n'était pas ce souvenir qui la hantait le plus. Ce qui la serrait à la gorge, ce qui faisait trembler légèrement ses doigts noueux, c'était une image beaucoup plus précise. Un couloir, une porte refermée brusquement, un cri étouffé, et ensuite le silence. Ce silence dense qui engloutit tout. 25 ans plus tôt, 25 ans de silence imposé. Marianne sentit un mouvement à ses côtés. C'était Joseph, un ancien contremaître noir, affranchi quelques années plus tôt. Il chuchota. « Tu tiens debout, Marianne? On peut sortir un moment si tu veux. » Elle secoua doucement la tête, sans le regarder. « Non, aujourd'hui, je dois rester. » Ses yeux se posèrent sur la baronne. Même de loin, même à travers le voile, Marianne reconnaissait cette façon de se tenir, menton légèrement relevé, épaules parfaitement alignées, comme si tout le poids du domaine reposait sur cette posture impeccable.
La baronne n'avait presque pas changé en 25 ans, si ce n'est quelques rides plus marquées autour des lèvres, des sillons discrets au coin des yeux. Son regard, lui, était resté le même, un mélange de froideur calculée et de vigilance permanente. Le prêtre arriva enfin, précédé de 2 enfants de chœur portant une croix et un encensoir. Le bruit des conversations s'éteignit peu à peu. Tous les invités se tournèrent vers le cercueil. Les anciens esclaves, au fond, redressèrent légèrement la tête. Marianne inspira profondément, comme si l'air lui manquait. La messe commença. Le prêtre parla de la vie du baron en termes choisis, homme de devoir, pilier de la région, gestionnaire rigoureux. Il évoqua ses œuvres de charité, ses dons à l'Église, sa participation à la vie politique locale. Marianne sentait chaque mot comme une petite pierre lancée sur la surface d'une eau profonde, troublant à peine ce qui se cachait en dessous. À un moment, le prêtre s'approcha du cercueil, posa la main sur le bois verni. « Avant de poursuivre, dit-il, si quelqu'un souhaite dire quelques mots en mémoire du défunt, la famille l'y autorise. » Un léger flottement parcourut l'assemblée. Généralement, dans ce genre de cérémonie, c'était un ami proche, un cousin, un collègue de chasse qui s'avançait. La baronne tourna la tête vers les premières rangées, prête à soutenir du regard celui qui aurait l'honneur et la responsabilité de parler. Mais personne ne bougea. Le silence se fit plus lourd encore, comme si l'air lui-même hésitait. C'est alors qu'un léger froissement de tissu se fit entendre, venu du fond de la salle. Marianne venait de faire un pas en avant, puis un autre. « Marianne, » murmura Joseph, la main agrippant son bras, « qu'est-ce que tu fais ?» Elle dégagea doucement son bras, sans le regarder. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un coup de tambour. Elle sentait les regards se tourner vers elle, un à un, d'abord ceux des anciens esclaves, puis ceux des domestiques, enfin ceux des notables. Les visages se figeaient, stupéfaits de voir cette femme, habituellement invisible, avancer au milieu de la salle comme si elle y avait sa place. La baronne, d'abord absorbée par ses propres pensées, mit un instant à comprendre ce qui se passait. Lorsqu'elle reconnut Marianne, un tressaillement imperceptible traversa ses traits. Ses doigts se crispèrent sur le mouchoir noir qu'elle tenait. Le prêtre, surpris, regarda la baronne, puis Marianne. « Oui, ma fille, vous souhaitez dire quelques mots ?» La vieille femme acquiesça. Sa voix, quand elle parla, était rauque mais étonnamment claire. « Oui, mon père. Je veux parler pour lui. » Un murmure traversa les premiers rangs. Comment osait-elle, une esclave, même affranchie, prendre la parole devant la noblesse au milieu d'une telle cérémonie? Marianne s'arrêta à quelques pas du cercueil. Elle ne regarda pas le baron, dont le visage restait caché sous le couvercle. Elle regarda la baronne. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un bref instant, tout le reste disparut. Les chandeliers, les invités, le prêtre, les fleurs. Il ne restait plus que ces 2 femmes, liées par un passé que l'une avait soigneusement enterré et que l'autre s'apprêtait enfin à déterrer. « Le baron était mon maître, » dit Marianne sans détourner le regard. « J'ai vécu ici plus longtemps que beaucoup d'entre vous. J'ai vu cette maison se construire, ces terres s'étendre, ces murs se couvrir de tableaux et de tapisseries. J'ai vu des enfants naître et d'autres disparaître. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le prêtre ouvrit la bouche, prêt à intervenir, mais la baronne fit un geste sec de la main, comme pour lui ordonner de se taire. Elle voulait entendre. Elle devait savoir jusqu'où Marianne irait. La vieille femme reprit, plus posée encore. « Pendant 25 ans, j'ai gardé le silence. Par peur, par obéissance, par menace aussi. Mais aujourd'hui, le maître est mort. Et moi, je suis vieille. Je n'ai plus rien à perdre. » Elle se tourna légèrement vers l'assemblée. Ses yeux passèrent sur les visages empesés de la noblesse locale, sur les uniformes, les rubans, les bijoux, les croix en or. Vous êtes venu dire adieu à un homme que vous croyez connaître. Mais il y a une chose que vous ignorez tous, une chose qui s'est passée dans cette maison, une nuit, il y a 25 ans. Les doigts de la baronne se contractèrent au point de blanchir les jointures. Elle sentit sa gorge se serrer.
Le nom qui lui traversa l'esprit fut celui qu'elle n'avait plus prononcé depuis des années. Marianne, elle, se souvenait de tout. De la pluie qui frappait les vitres ce soir-là, du hurlement que personne n'avait voulu entendre, du sang sur le carrelage rapidement lavé, des registres soigneusement réécrits le lendemain. Elle se souvenait aussi des yeux du baron, ce regard froid lorsqu'il lui avait dit « Si tu parles, tu mourras, et ceux que tu aimes avec toi ». Face au cercueil, Marianne inspira profondément. Sa voix, lorsqu'elle reprit, n'avait plus rien de tremblant. « Cette maison s'est enrichie sur un mensonge, dit-elle, sur la disparition d'une enfant, sur une promesse trahie. Aujourd'hui, devant Dieu, devant vous tous, je vais raconter ce qui s'est vraiment passé. » Un silence absolu s'abattit sur la salle, plus lourd que tous les encens. Au premier rang, certains invités échangèrent des regards choqués. Au fond, les anciens esclaves se tenaient immobiles, comme pétrifiés. La baronne sentit son cœur battre trop vite, trop fort. Chaque battement résonnait dans ses tempes. Elle aurait voulu se lever, interrompre Marianne, ordonner qu'on la fasse sortir, mais ses jambes refusaient de bouger. Une part d'elle savait que ce moment finirait par arriver. On ne peut pas enfouir la vérité indéfiniment sans qu'elle remonte un jour à la surface. « Marianne, » commença le prêtre mal à l'aise, « faites attention à ce que vous... » « Mon père, » coupa-t-elle, sans agressivité mais avec fermeté. « Vous nous dites souvent, à nous autres, que la vérité nous rendra libres. Aujourd'hui, c'est à vous de l'entendre. » Les premiers mots du passé se formaient déjà sur ses lèvres. Dans sa mémoire, les images défilaient, nettes, cruelles. Elle allait les faire sortir, une à une, devant tous ceux qui avaient fermé les yeux pendant 25 ans. Ainsi commença, au milieu des bougies et des fleurs, ce qui ne serait plus une simple cérémonie de funérailles, mais le premier acte d'un long dévoilement. Un enterrement pour le baron, oui, mais surtout pour le mensonge qui avait tenu la plantation entière sous son emprise pendant un quart de siècle. La voix de Marianne résonnait encore dans la grande salle lorsque le silence retomba, plus lourd que jamais. Les invités ne savaient plus s'ils devaient rester assis, se lever, protester ou écouter. Le prêtre, mal à l'aise, regarda la baronne comme pour demander l'autorisation de continuer. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restaient fixés sur Marianne, comme si elle cherchait à la faire taire par la seule force de son regard. « Continuez, » finit-elle par murmurer, la mâchoire serrée. « Allez jusqu'au bout, puisque vous avez commencé. » Marianne acquiesça lentement. Ses traits fatigués se détendirent à peine, comme si le fait d'avoir franchi la première barrière rendait la suite à la fois plus simple et plus dangereuse. Elle ferma un instant les yeux, comme pour se replonger dans une autre époque. « C'était un soir d'orage, dit-elle, il y a 25 ans. » La salle sembla basculer en arrière, aspirée par ses paroles. Ce soir-là, la maison était plus agitée que d'habitude. Le vent faisait claquer les volets, la pluie fouettait les vitres, et les domestiques couraient d'un bout à l'autre du couloir pour calfeutrer les ouvertures. Marianne se souvenait très bien des éclairs qui illuminaient les murs du salon, révélant par à-coups les portraits à l'huile des ancêtres du baron, tous figés dans la même expression de froide supériorité. Dans la cuisine, elle surveillait une marmite posée sur le feu, préparant une tisane que la baronne avait exigée pour calmer ses nerfs. Les disputes entre elle et le baron s'étaient multipliées ces derniers temps, mais jamais comme ce soir-là. Les voix montaient d'un étage, au-dessus de sa tête, à travers le plafond. « Tu ne peux pas faire ça !» criait une voix de femme, jeune, brisée. « Tu crois avoir ton mot à dire ?» répondait une voix d'homme, dure, reconnaissable entre toutes. Marianne avait levé la tête, le cœur serré. Elle connaissait cette autre voix, plus jeune, plus fragile. C'était celle de Rosalie, la petite esclave de maison qu'elle avait vue grandir depuis l'enfance, celle qu'elle protégeait autant qu'elle le pouvait des regards et des mains des hommes de la maison. Rosalie avait à peine 16 ans. Quelques heures plus tôt, dans l'après-midi, une rumeur avait déjà circulé dans les cuisines. Rosalie aurait été surprise en train de parler trop librement avec un jeune invité, un neveu du baron venu passer quelques semaines au domaine. Rien de compromettant, quelques mots, un sourire, mais assez pour que la baronne y voie une provocation,
une insolence de plus. Elle se croit déjà au-dessus de sa condition, avait lâché la baronne, glaciale. Il va falloir lui rappeler qui elle est. L'orage redoubla de force. Un coup de tonnerre fit vibrer les vitres. Marianne sursauta, renversa quelques gouttes de tisane sur le sol. C'est à ce moment-là qu'elle entendit le premier cri, clair, déchirant, venu du premier étage. Un cri de jeune fille. Sans réfléchir, elle se précipita dans l'escalier de service, celui que les domestiques empruntaient pour ne pas croiser les invités. À mi-chemin, elle s'arrêta net. Sur le palier, juste devant la porte du petit salon privé, la baronne se tenait droite, livide, une main pressée contre le montant. « Redescends, Marianne » ordonna-t-elle d'une voix basse. « Tu n'as rien à faire ici. » Marianne hésita. Elle entendait derrière la porte des bruits confus, des pas précipités, un meuble déplacé, un gémissement étouffé. « Madame, Rosalie est là-dedans ?» Les yeux de la baronne se posèrent sur elle, brillant d'une colère qu'elle contenait à grand-peine. « Redescends » répéta-t-elle. « C'est un ordre. » Un second cri retentit, plus bref, vite étouffé. Le regard de Marianne glissa vers la poignée de la porte. La baronne fit un pas en avant, se planta entre elle et l'entrée. « Oh, tu tiens à ta vie, Marianne, à celle de ton fils ?» Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Le message était clair. Marianne recula, le cœur battant, et redescendit, chaque marche lui donnant l'impression de trahir un peu plus la jeune fille enfermée là-haut. Plus tard dans la nuit, alors que l'orage s'éloignait, un autre bruit la tira de son insomnie. Par la petite fenêtre donnant sur la cour arrière, elle vit le baron traverser la pluie fine, suivi de près par l'intendant. Il portait quelque chose d'allongé, enveloppé dans un drap clair. À chaque pas, l'objet ballottait, lourd, inerte. Marianne s'était collée à la vitre, le souffle court. Quand un éclair illumina la cour, elle aperçut un morceau de cheville, un pied nu qui dépassait du drap, fin, délicat, celui d'une jeune fille. Elle voulut sortir, crier, mais la menace de la baronne résonna dans sa tête comme un coup de fouet. « Tu tiens à ta vie ?» Elle resta donc immobile, les lèvres tremblantes, jusqu'à ce que les silhouettes disparaissent derrière la remise au fond du jardin, là où l'on stockait les tonneaux et les outillait trop lourds. Le lendemain matin, la maison semblait étrangement calme. Il ne restait aucune trace de l'orage. Le soleil brillait sur les vignes comme si rien ne s'était passé. Dans la cuisine, les domestiques chuchotaient. Personne n'avait vu Rosalie depuis la veille. C'est la baronne elle-même qui donna l'explication en fin de matinée devant quelques invités et le prêtre de la paroisse, venu boire un café. « Cette petite a profité du désordre d'hier soir pour s'enfuir, dit-elle, avec un soupir. Une vraie ingrate. Nous avons dû prendre une décision rapide. Le baron l'a vendue à un négociant de passage. Elle sera sûrement mieux encadrée ailleurs. » Elle avait dit cela calmement, en remuant son sucre dans la tasse, sans trembler. Le prêtre avait hoché la tête, compréhensif. Les jeunes ont tant de tentations de nos jours. Seule Marianne remarqua les taches rouges à peine visibles sur le bas du jupon de la baronne, comme des éclaboussures mal lavées. Plus tard, dans le bureau du baron, elle fut appelée pour apporter un plateau. En entrant, elle le vit assis derrière son grand bureau, penché sur le registre du domaine. L'intendant se tenait à côté de lui, plume en main. « Ici, dit le baron en désignant une ligne, écrivez « Rosalie, vendue, négociant de Marseille, paiement comptant ». L'intendant hésita. « Mais nous n'avons aucun reçu, monsieur. » Le baron releva la tête, son regard dur planté dans le sien. « Écrivez !» Marianne, minuscule dans l'embrasure de la porte, observa la plume racler le papier, traçant ce mensonge en lettres nettes. Elle savait alors que Rosalie n'avait pas été vendida. Elle avait disparu dans la nuit, sans tombe, sans prière, sans trace, sauf celle infime qui restait dans la mémoire de la seule femme qui avait tout vu. Ce soir-là, alors qu'elle se retirait dans sa petite chambre sous les combles, la baronne vint à sa rencontre. Sans préambule, elle ferma la porte derrière elle. « Ce que tu as vu hier, dit-elle, tu ne le répéteras jamais. À personne. » Marianne, terrorisée, tenta de nier. « Madame, je n'ai rien vu. »
La baronne s'approcha, si près que Marianne pouvait sentir le parfum de lavanda mélangé à une autre odeur, plus métallique, qu'elle préféra ne pas nommer. « Tu as vu assez pour comprendre, » murmura la baronne, « et je veux que tu comprennes ceci. Si un jour tu ouvres la bouche, même une seule fois, ce ne sera pas seulement toi qu'on fera disparaître, ce sera aussi ton fils, et tous ceux qui auront eu la malchance de t'écouter. » Elle posa une main glaciale sur l'épaule de Marianne. « Tu es une femme intelligente, tu sais ce qu'il te reste à faire. » Puis elle sortit, laissant derrière elle un silence plus lourd que tous les orages. Pendant 25 ans, Marianne avait obéi. Elle avait baissé les yeux, serré les dents, prié en cachette pour l'âme de Rosalie, dont personne ne parlait plus. De retour dans la grande salle des funérailles, Marianne se tut un instant. On n'entendait plus que le crépitement discret des bougies. Certains invités pâlirent en entendant le prénom de la jeune esclave, Rosalie, oubliée depuis longtemps, comme un fantôme rappelé à la vie. « Vous vous souvenez d'elle » demanda Marianne en balayant l'assemblée du regard. « Vous l'aviez tous vue, ici. Elle servait le vin, nettoyait vos chaussures, portait vos manteaux. Un soir, elle a simplement disparu. Voilà la version qu'on vous a donnée. » Elle se tourna vers le prêtre. « Et vous, mon père, vous avez inscrit son nom dans vos registres comme parti ailleurs, n'est-ce pas ?» Le prêtre déglutit, mal à l'aise. « On m'a dit qu'elle avait été vendue. Je n'avais pas de raison d'en douter. »« Moi, si, » répondit Marianne, « parce que j'ai vu le baron sortir cette nuit-là avec un corps dans un drap. Et j'ai vu la baronne, le lendemain, avec du sang sur ses jupes. » Un souffle choqué parcourut la salle. La baronne se leva brusquement. « Assez !» lança-t-elle, mais sa voix manquait de la maîtrise habituelle. Ses doigts tremblaient légèrement. Certains invités, qui avaient jusqu'ici pris son silence pour du mépris, commencèrent à y voir autre chose. Une peur qu'elle tentait de dissimuler. Un magistrat présent, ami de longue date du baron, se redressa sur sa chaise. « Madame, si ce que cette femme dit est faux, il sera facile de le prouver. Les registres existent, les dates aussi. On peut vérifier. » Marianne planta ses yeux dans ceux de la baronne. « Oui, madame. On peut vérifier. Ouvrons les registres. Voyons les dates, les signatures, l'argent qui est arrivé après cette nuit-là. Voyons d'où vient exactement la fortune qui a permis d'agrandir cette maison. » La baronne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pendant des années, elle avait réussi à transformer cette histoire en souvenir flou, en détails nécessaires de la gestion d'un domaine. Mais à cet instant, avec le regard de toute l'assemblée tourné vers elle, ce détail prenait l'ampleur d'un crime. Le prêtre tenta d'apaiser les esprits. Ce n'est pas le lieu ni le moment pour un procès. Nous sommes ici pour prier pour l'âme du défunt. Justement, coupa Marianne, comment prier pour son âme en fermant les yeux sur ce qu'il a fait? Un des anciens esclaves au fond de la salle, un homme d'une quarantaine d'années, murmura « Elle dit enfin ce que nous avons tous pensé un jour. » Les autorités présentes échangèrent des regards lourds, de sous-entendus. Ce qui, au début, n'était qu'un récit gênant, commençait à ressembler à un dossier potentiel, à une affaire qu'on pourrait rouvrir. Marianne, elle, sentait ses forces la quitter peu à peu. Mais il lui restava encore une chose à dire. Elle posa une main sur le cercueil du baron. « Pendant 25 ans, commença-t-elle, j'ai porté ce secret seul. J'ai vu cette maison s'enrichir, cette famille gagner en influence. Chaque fois que je passais devant cette porte, je revoyais le drap blanc dans la nuit. Aujourd'hui, je rends ce fardeau à ceux à qui il appartient. À vous, madame, à vous tous qui avez profité de ce silence. » Elle leva les yeux vers la baronne. « Vous vouliez une cérémonie parfaite, madame. Vous vouliez qu'on se souvienne de lui comme d'un grand homme. Moi, je veux qu'on se souvienne aussi de Rosalie. Qu'on sache qu'elle n'a pas disparu par caprice, mais par la main de ceux qui prétendaient la posséder. » La baronne ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Autour d'elle, les masques de la bonne société commençaient à se fissurer. Les regards se faisaient plus durs, plus inquisiteurs. Le chapitre se termina là, dans cette salle saturée d'encens et de secrets, où pour la première fois, le nom d'une jeune esclave morte depuis 25 ans prenait plus de place que celui du baron étendu dans son cercueil.
Ce jour-là, à travers la voix cassée d'une vieille femme, le passé se remit en marche, et rien, ni les titres, ni l'argent, ni les murs de pierre de la plantation, ne pourraient plus l'arrêter. Un silence lourd suivit les dernières paroles de Marianne. On entendait presque le crépitement des bougies sur les chandeliers d'argent. Pendant un instant, personne n'osa bouger. Puis un verre glissa des doigts d'une invitée et se brisa sur le sol, comme un signal que quelque chose venait de se fissurer dans la grande salle. La baronne se leva lentement, son voile noir tremblait légèrement, moins à cause du chagrin que de la tension qui raidissait ses épaules. Elle fit un pas vers le centre de la pièce, les yeux fixés sur Marianne. « Ce que vous venez d'entendre, dit-elle d'une voix sèche, n'est rien d'autre que le délire d'une vieille femme qui a passé sa vie à nourrir des rancœurs. » Quelques têtes hochèrent machinalement, par réflexe de caste plus que par conviction. Mais la salle n'était plus acquise comme avant. Dans les premiers rangs, certains invités se regardaient déjà avec une inquiétude nouvelle. « Marianne a été affranchie par cette maison, » poursuivit la baronne. « Elle a mangé notre pain, dormi sous nos toits. Et aujourd'hui, le jour où nous enterrons mon mari, elle choisit de salir sa mémoire. Est-ce là la reconnaissance qu'elle nous doit ?» Au fond de la salle, Joseph serra les poings. Marianne, elle, ne baissa pas les yeux. « Madame, » répondit-elle calmement, « si j'avais parlé plus tôt, vous auriez dit que je voulais détruire votre famille. Si je parle aujourd'hui, vous dites que je veux salir sa mémoire. Il n'y a jamais de bon moment pour la vérité, pour ceux qu'elle dérange. » Un léger murmure parcourut le groupe des anciens esclaves affranchis. C'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un répondre ainsi à la baronne, sans détour, sans trembler. Au troisième rang, un homme se leva. C'était Maître Delorme, magistrat du chef-lieu, venu plus par devoir social que par affection réelle pour le défunt. Il toussota pour attirer l'attention. « Madame, dit-il en s'adressant à la baronne, vous me permettrez d'observer que les accusations portées ici sont graves. On parle d'une disparition, de registres falsifiés, d'un possible crime. Même dans le cadre d'une cérémonie, je ne peux pas faire comme si je n'avais rien entendu. » Le visage de la baronne se crispa. « Vous n'allez tout de même pas donner crédit à... » « Ce n'est pas une question de crédit, » la coupa Delorme, « c'est une question de devoir. Lorsqu'un témoin affirme, devant autant de personnes et devant un homme d'église, avoir été témoin d'un fait aussi lourd, il est de mon obligation d'examiner au moins les documents mentionnés. » Il se tourna vers l'intendant, resté discret près du mur, presque confondu avec les boiseries. Les registres des ventes et des mouvements d'esclaves de l'époque dont parle cette femme existent toujours. L'homme hésita, déglutit, puis acquiesça. « Oui, monsieur. »« Ils sont conservés dans le bureau du baron. Alors, nous les consulterons, » déclara le magistrat. « Pas maintenant, » ajouta-t-il en levant la main pour calmer les réactions. « Mais dans les heures qui viennent, je dresserai un procès verbal. » Cette phrase produisit un effet glacial. La noble assemblée, venue pour une cérémonie de deuil, se retrouvait soudain transformée en public potentiel d'une affaire judiciaire. On sentait les regards se déplacer, peser, juger. Le prêtre, mal à l'aise, tenta de reprendre la main. « Mes chers frères, mes chères sœurs, souvenons-nous malgré tout que nous sommes ici pour prier. »« Mon père, » intervint Marianne, « vous dites souvent dans vos sermons que Dieu voit tout, même ce que les hommes veulent cacher. Alors laissez-le entendre aussi ce qui s'est passé dans cette maison. » Elle se tourna vers les invités. « Vous vous souvenez de Rosalie ?» demanda-t-elle. « La jeune fille qui servait le vin, qui chantait parfois en rangeant la vaisselle ?» Un léger frisson parcourut la salle. Des visages se fermèrent, d'autres se plissèrent, comme pour fouiller une mémoire lointaine. Une femme souffla à son mari. « Oui, la petite, là, on ne l'a plus revue du jour au lendemain. On avait dit qu'elle avait été vendue, non ?» Marianne hocha la tête. « Oui, c'est ce qu'on vous a dit. Qu'elle avait été vendue, sans nom d'acheteur, sans destination, sans reçu. Et vous avez accepté cette histoire parce qu'elle vous arrangeait, parce que c'était plus simple de croire à une vente qu'à un corps emporté dans la nuit.
La baronne sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle posa machinalement une main sur le cercueil, comme pour s'y accrocher. Dans son esprit, des images qu'elle avait passé des années à repousser remontaient, brutales, la robe tachée, le drap blanc, la discussion à voix basse avec le baron dans son bureau, le lendemain. « Ça suffit, balbutia-t-elle. Vous insinuez que nous avons... que mon mari a... » Elle n'arrivait pas à prononcer le mot. « Je n'insinue rien, madame, » répondit Marianne. « Je raconte ce que j'ai vu, et je ne suis plus la seule à m'en souvenir. » Elle se tourna vers le fond de la salle. Un homme d'une quarantaine d'années, grand, au visage marqué, fit un pas en avant. C'était Étienne, autrefois garçon d'écurie, aujourd'hui ouvrier libre dans une ville voisine, venu rendre un dernier hommage par curiosité autant que par habitude. « Je me souviens aussi, » dit-il, la voix hésitante mais audible. « Cette nuit-là, j'étais aux écuries. J'ai entendu du bruit vers la remise. On m'a dit de ne pas approcher. Le lendemain, on m'a ordonné de brûler un vieux drap taché. » Il se tourna vers la baronne. « Vous vous rappelez, madame? C'est vous qui m'avez donné l'ordre. » Un « oh » étouffé s'éleva parmi les invités. La baronne blêmit. « Des draps tachés, il y en a toujours dans une maison, » répliqua-t-elle, la voix plus aiguë qu'elle n'aurait voulu. Cela ne prouve rien. Mais elle sentait que ces mots glissaient sur l'assemblée, sans y entrer comme avant. Il y avait maintenant une résistance, un doute, une distance nouvelle dans les regards. Ceux qui, la veille encore, auraient défendu son honneur sans hésiter, calculaient désormais ce que leur proximité avec la famille pouvait leur coûter si l'affaire éclatait en dehors des murs de la plantation. Maître Delorme prit de nouveau la parole. « Permettez-moi de résumer, dit-il posément. Nous avons ici le témoignage d'une femme qui affirme avoir vu le baron transporter un corps dans la nuit. Nous avons le souvenir d'un domestique chargé de faire disparaître un drap ensanglanté. Nous avons un nom, Rosalie, inscrit de façon douteuse dans les registres. Et nous avons, quelques années après les faits, un enrichissement soudain de la maison, provenant de revenus dont l'origine reste à clarifier. » Il marqua une pause, laissant chaque élément s'imprimer dans les esprits. « Je ne dis pas que tout cela constitue une preuve, mais cela exige des réponses. » Le prêtre acquiesça lentement. « La vérité ne peut faire de mal qu'à ceux qui l'ont fui, dit-il d'une voix plus grave que de coutume. La baronne le fixa, blessée de le sentir glisser, lui aussi, du côté de ceux qui doutaient. Marianne, elle, sentait ses forces la quitter. Ses jambes flageolaient. Joseph se précipita pour lui offrir une chaise qu'elle accepta sans protester. « Vous êtes allé trop loin, » murmura-t-il. « Ils vont vous faire payer ça. » Elle sourit faiblement. « Ils m'ont déjà tout pris, Joseph. Il ne me restait que la vérité. Maintenant, elle n'est plus à moi. Elle est à tout le monde. » Ses yeux se posèrent de nouveau sur la baronne. Il n'y avait plus de haine dans ce regard, seulement une fatigue immense et une sorte de tristesse résignée. « Je ne vous souhaite pas le mal, madame, » dit-elle assez fort pour que tous entendent. « Je veux seulement que, pour une fois, ce ne soient pas toujours les mêmes qui portent la faute. » Un silence pesant suivit ces mots. Puis Maître Delorme conclut. « La cérémonie ira à son terme, par respect pour le défunt. Mais je demande officiellement à consulter les registres dès cet après-midi. Et j'invite toutes les personnes possédant un souvenir précis de ces faits à se présenter à moi. » Il se rassit. La décision était prise. La baronne regarda autour d'elle. Cette salle qu'elle dominait autrefois d'un seul geste de la main lui semblait soudain étrangère. Là où elle voyait autrefois des alliés, elle ne percevait plus que des juges potentiels. Même le cercueil de son mari, au centre, lui paraissait maintenant comme un poids supplémentaire, un corps qui l'enfonçait au lieu de la soutenir. Pour la première fois de sa vie, elle comprit qu'elle ne contrôlait plus la situation. Elle n'était plus celle qui décidait de ce qui devait être dit ou tu. C'étaient les autres, désormais, qui la regardaient, qui l'évaluaient, qui commençaient, lentement mais sûrement, à la juger. Et ce n'était que le début. La nouvelle de ce qui s'était passé pendant les funérailles se répandit dans le domaine avant même que le cercueil du baron ne quitte la propriété. Dans la cour, les cochers murmuraient entre eux, les domestiques échangeaient des regards lourds de questions, et les invités, en remontant dans leur voiture, parlaient moins du défunt
que de ce qu'il venait d'entendre sur cette histoire de jeune esclave disparu. La baronne observait tout cela depuis le haut de l'escalier de pierre. Chaque voix basse qu'elle devinait, chaque regard détourné lui donnait l'impression de perdre un peu plus de contrôle sur ce qui lui avait toujours appartenu, la manière dont on parlait de sa maison, de son nom, de sa famille. Quand la dernière voiture franchit le portail, le silence retomba enfin sur la cour, mais ce n'était plus le silence respectable des grandes demeures. C'était un vide inquiet, comme si les murs eux-mêmes attendèrent la suite. Dans l'après-midi, maître Delorme revint cette fois sans habit de cérémonie, mais avec un dossier de cuir et un jeune greffier portant une mallette d'encre et de papier. Il demanda à voir l'intendant dans le bureau du baron. La baronne voulut d'abord refuser, prétextant la fatigue et le deuil, puis se ravisa. Refuser maintenant serait avouer sa peur. Les trois hommes se retrouvèrent donc dans le bureau aux boiseries sombres, où flottaient encore les odeurs de tabac froid et de vieux papiers. Sur le mur, le portrait du baron semblait surveiller la scène, ses yeux peints fixés sur le grand bureau d'acajou. « Les registres ?» demanda simplement Delorme. « Ceux des ventes, des achats et les livres de compte couvrant la période d'il y a 25 ans. » L'intendant obéit, les mains moites. Il sortit des volumes reliés de cuir qu'il posa sur la table dans un léger nuage de poussière. Les pages craquèrent sous les doigts du magistrat qui se mit à feuilleter, méthodique, s'arrêtant sur telle annotation, revenant à telle date. La baronne resta debout, près de la fenêtre, refusant de s'asseoir, comme si le fait de rester droite pouvait l'empêcher de vaciller. « Voici, dit Delorme au bout de quelques minutes. Entrez, Rosalie. » Il lut à haute voix. « Rosalie, domestique de maison, vendue. » Il releva la tête. Pas de mention du nom de l'acheteur. Pas de destination. Pas de prix. L'intendant avala sa salive. À l'époque, monsieur, nous n'étions pas toujours aussi précis. Pourtant, pour les autres, vous l'êtes, répondit Delorme en faisant glisser son doigt sur la page. Là, Antoine, vendu à monsieur Durand, Marseille, 450 francs. Là encore, Cécile, vendue à monsieur de Rochefort, Bordeaux, 380 francs. Et ainsi de suite. Pourquoi Rosalie serait-elle la seule dont on ne mentionne rien? Personne ne répondit. On entendait au dehors le roulement lointain d'une charrette sur les graviers. Delorme ouvrit un autre registre, celui des comptes. Maintenant, regardons les entrées d'argent de la même période. Quelques lignes plus bas, il trouva ce qu'il cherchait. Une somme importante versée en une seule fois, sans origine clairement indiquée. La mention, écrite d'une plume rapide, disait simplement « Compensation exceptionnelle. Ami du domaine. » Une compensation, répéta Delorme. Pourquoi? L'intendant se tortilla sur sa chaise. Je ne me souviens plus, monsieur. C'est très ancien. Le magistrat referma le livre d'un coup sec. Très bien. Alors il va falloir que quelqu'un s'en souvienne. Il se tourna vers la baronne qui n'avait pas bougé depuis le début. « Madame, étiez-vous au courant de cette somme ?» Elle inspira profondément, cherchant ses mots. « Mon mari gérait les affaires du domaine. Je ne me mêlais pas de ses comptes dans le détail. » « Mais vous saviez qu'une jeune esclave avait disparu la même nuit » insista Delorme. La baronne sentit une chaleur désagréable lui monter à la gorge. Les images du passé qu'elle repoussait depuis des années percèrent la paroi fragile derrière laquelle elle les avait enfermés. Elle revit Rosalie dans le petit salon, les yeux pleins de larmes, suppliant le baron d'arrêter, protestant qu'elle n'avait rien fait. Elle se revit, elle, se tenant près de la porte, immobile, pétrifiée, incapable de détourner le regard, incapable d'intervenir. « Je savais qu'elle avait été envoyée ailleurs, » réussit-elle à dire. « C'est ce qu'on m'a dit. » Delorme la fixa longuement. « Vous voulez dire, c'est ce que vous avez accepté de croire ?» Le mot resta suspendu dans l'air. La baronne détourna les yeux vers le portrait de son mari, comme si elle cherchait du soutien dans ses traits figés. « Que cherchez-vous exactement, maître Delorme ?» demanda-t-elle d'une voix plus dure. « Mon mari est mort, vous ne pouvez pas le juger, peut-être pas devant un tribunal, admit le magistrat. Mais la justice ne se limite pas aux murs d'un palais. Il y a une vérité à établir, ne serait-ce que pour ceux qui restent. » Il désigna les registres.
Cette maison s'est enrichie après cette fameuse compensation. Des terres ont été achetées, des bâtiments agrandis. Aujourd'hui, ceux qui travaillent encore ici, ceux qui ont été enchaînés puis affranchis, ont le droit de savoir sur quoi repose cette fortune. La baronne sentit ses doigts se crisper sur le rebord de la fenêtre. Elle se souvenait parfaitement de la discussion qu'elle avait eue avec le baron, quelques jours après la nuit de l'orage. Il lui avait parlé d'un homme influent, compromis dans une affaire honteuse, prêt à payer cher pour que certaines choses ne soient jamais portées à la connaissance des autorités. « Nous y gagnons tous », avait dit le baron. « Lui garde son poste, nous réglons nos dettes, le domaine survit. Tu veux quoi, Éléonore? Que nous finissions ruinés, chassés, mélangés à la bourgeoisie de seconde zone ?» Elle n'avait rien répondu. Elle s'était contentée de détourner les yeux, laissant les billets changer de main, laissant Rosalie disparaître une deuxième fois, cette fois dans les colonnes d'un livre de contes. « Je comprends que vous ayez perdu un mari, madame, » reprit Delorme, la voix un peu plus douce. « Mais vous n'êtes pas que sa veuve. Vous êtes aussi celle qui a profité de son silence. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. Profiter. Le mot résonna en elle comme un aveu qu'elle n'avait jamais osé formuler. Dans les jours qui suivirent, le domaine tout entier sembla changer de visage. Les fournisseurs arrivaient à contre-cœur, les artisans traînaient avant d'accepter de nouveaux travaux. À la taverne du bourg voisin, on parlait de « l'affaire de la plantation », on répétait les phrases de Marianne, on inventait même parfois des détails pour nourrir les conversations. Le nom du baron, autrefois prononcé avec respect ou crainte, se retrouvait désormais entouré de points d'interrogation et de sous-entendus. Marianne, de son côté, fut convoquée une nouvelle fois par Delorme. Cette fois, ce n'était plus dans la grande salle, mais dans une petite pièce attenante au bureau, où l'odeur d'encre fraîche se mêlait à celle de la poussière. Assise en face du greffier, elle répéta patiemment ce qu'elle avait déjà dit, étape par étape, sans en rajouter, sans en retirer. « Vous êtes consciente, » lui demanda le magistrat, « que vos paroles peuvent avoir des conséquences ?» Elle esquissa un sourire triste. « Des conséquences. J'en ai déjà porté pendant 25 ans, monsieur. À chaque fois que je passais devant la porte de ce salon, à chaque fois que j'entendais la baronne parler de l'honneur de cette maison. Aujourd'hui, je partage juste ce poids avec d'autres. » Quand elle sortit du bureau, la lumière du dehors lui parut plus vive. Joseph l'attendait, appuyé à dos à un pilier. « Ils vont te chasser, dit-il simplement. Ou pire, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, répondit-elle. J'ai vécu assez longtemps en me taisant. Dans la maison, les fissures se multipliaient. Les domestiques parlaient plus bas lorsque la baronne traversait les couloirs. Dans la chapelle, le prêtre glissa subtilement, dans un sermon, quelques phrases sur les péchés enfouis et les maisons qui se construisent sur des injustices. Certains y virent un simple rappel moral, d'autres un écho direct à ce qu'ils avaient entendu le jour des funérailles. Une nuit, la baronne descendit seule dans la grande salle. Les chandeliers avaient été éteints, mais la lune, filtrée par les hautes fenêtres, dessinait des lignes pâles sur le parquet. Elle s'arrêta devant le portrait du baron, accroché au-dessus de la cheminée. « Tu vois ce que tu as laissé derrière toi ?» murmura-t-elle. Elle aurait voulu lui reprocher tout, la violence, le cynisme, la décision prise cette nuit-là. Mais une petite voix en elle refusait de le laisser porter seule la faute. Elle avait été là, elle aussi. Elle avait choisi de se taire, de protéger le nom, la fortune, les apparences. « Ils ne te jugeront pas, toi, » continua-t-elle à voix basse. « C'est moi qu'ils regardent maintenant. C'est moi qu'ils vont accuser ou défendre. » Elle pensa à Marianne, à son visage ridé, à sa voix rauque. Une femme qu'elle n'avait jamais vraiment regardée en face, et qui, en un seul discours, avait renversé à dos l'équilibre de toute une vie. Plus tôt dans la journée, Delorme était revenu avec une proposition étrange, qui lui tournait encore dans la tête. « La loi est lente, » lui avait-il dit, « et les faits sont anciens. Il sera difficile de monter un procès complet, avec toutes les preuves nécessaires. Mais il reste une chose que vous pouvez faire, madame. » « Laquelle ?» avait-elle demandé, méfiante. « Reconnaître publiquement ce qui s'est passé.
Pas forcément dans tous les détails, mais assez pour que ceux qui vivent encore ici sachent sur quoi leur histoire a été bâtie. Elle avait ri, un rire court, sans joie. Vous me demandez de me condamner moi-même. Je vous demande de choisir, avait répondu Delorme, entre un mensonge qui s'effrite un peu plus chaque jour et une vérité qui, peut-être, vous coûtera tout, mais libérera ceux qui en ont payé le prix à votre place. Maintenant, seule devant le portrait, la baronne comprenait enfin qu'il n'y avait plus de solution élégante. Le mensonge ne lui obéissait plus. Il se retournait contre elle, s'échappait de toutes parts, dans la bouche d'une vieille femme, dans les registres jaunis, dans les regards qui se détournaient. Elle posa une main sur le cadre du tableau, comme si elle disait adieu à une version d'elle-même. Puis, forçant ses lèvres à former des mots qu'elle n'aurait jamais cru prononcer un jour, elle murmura « Peut-être qu'il est temps de laisser quelqu'un d'autre parler à ma place. » Dehors, au-delà des vignes et des champs, la nuit était calme. Mais dans les murs de la maison, quelque chose venait de se déplacer. La décision qu'elle prendrait au matin déciderait du sort de sa réputation, de son nom et du sens que prendrait pour toujours le témoignage de Marianne. Le lendemain de cette nuit d'insomnie, la baronne descendit plus tôt que d'habitude. Les domestiques s'arrêtèrent un instant en la voyant traverser le couloir, comme si sa simple présence suffisait à geler les gestes. Elle ne cria pas, ne donna aucun ordre. Elle se contenta de dire « Prévenez maître Delorme, dites-lui que je souhaite parler devant tout le monde, dans la grande salle, cet après-midi. » La nouvelle se répandit plus vite qu'un feu de broussailles. À l'heure dite, la grande salle, la même où le cercueil du baron avait été exposé la veille, se remplit de nouveau. Cette fois, il n'y avait ni fleurs, ni encens, ni musique. Pas de noblesse endimanchée, mais un mélange étrange. Quelques voisins curieux, des notables du bourg, le prêtre, l'intendant, des domestiques. Et au fond, les anciens esclaves affranchis, Marianne assise au premier rang d'entre eux, un châle sombre sur les épaules. Maître Delorme se tenait près de la cheminée, un carnet ouvert à la main. Il avait été surpris par la demande de la baronne, mais avait accepté aussitôt. Quand elle entra, un silence lourd s'abattit sur la salle. Elle avait quitté ses vêtements de veuve strictement cérémoniels pour une robe noire plus simple, sans voile. Ses traits paraissaient tirés, mais ses yeux étaient étonnamment clairs. Elle se plaça au centre, à l'endroit exact où le cercueil avait reposé. « Je vous remercie d'être venu, dit-elle d'une voix qui, pour la première fois, n'essayait pas de dominer la pièce. Elle fit une pause, balayant l'assemblée du regard. « Hier, pendant les funérailles de mon mari, des choses ont été dites, certaines que j'aurais préféré ne jamais entendre à haute voix, mais elles ont été dites. Et aujourd'hui, je comprends que le silence que j'ai imposé autour de cette maison pendant tant d'années ne peut plus durer. » Un frémissement parcourut les rangs du fond. Marianne serra son châle, sans quitter la baronne des yeux. « Je ne suis pas venu ici pour défendre l'honneur du baron, » reprit la baronne. « Il n'a plus besoin de moi pour cela. Je ne suis pas venu non plus pour vous demander de le plaindre. Je suis venu pour parler de moi. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai accepté, de ce que j'ai couvert. » Elle inspira profondément. « Oui, Rosalie a disparu il y a 25 ans. Oui, cette nuit-là, il s'est passé quelque chose dans cette maison. Un accident, comme l'a dit mon mari. Un geste de trop, une panique, un corps qui ne respirait plus. Des murmures s'élevèrent, rapidement étouffés. Quand je suis entré dans la pièce, continua-t-elle, Rosalie était déjà au sol. Il y avait du sang sur le tapis. Mon mari m'a dit, « Si tu veux que cette maison survive, tu n'as rien vu. » Et j'ai obéi. Elle lança un regard bref vers Marianne. Je n'ai pas tué Rosalie, mais je l'ai laissée mourir 2 fois. Une fois dans cette pièce, et une fois dans les registres, quand j'ai accepté que son nom soit effacé derrière un mot mensonger, vendu. Maître Delorme la fixait attentivement. Le prêtre, les mains serrées sur son chapelet, murmurait une prière presque inaudible. L'argent qui est entré dans cette maison après ce drame, reprit la baronne, venait d'un homme important, compromis dans une affaire où Rosalie n'aurait jamais dû se trouver. Mon mari a négocié son silence,
Moi, j'ai choisi de me taire à mon tour. Nous avons payé nos dettes, agrandi le domaine, vécu dans le confort, en sachant très bien sur quoi tout cela reposait. Elle posa une main sur le dos d'une chaise pour se soutenir. Pendant des années, j'ai justifié ce silence par la peur. Peur du scandale, peur de la ruine, peur de perdre ma place dans ce monde qui jugera toujours une femme plus durement qu'un homme. J'ai aussi essayé de me dire que c'était la loi de l'époque, l'ordre des choses. Mais hier, en entendant Marianne, j'ai compris que ces mots ne sont que des habits élégants pour couvrir une lâcheté. Le regard de Marianne se troubla. Elle n'aurait jamais cru entendre de tels mots sortir de la bouche de la baronne. « Alors voilà, dit la baronne, je ne vous demande pas de me pardonner. Beaucoup d'entre vous ont davantage souffert que moi des décisions qui ont été prises ici. Mais je ne veux plus que mon silence soit votre fardeau. » Elle se tourna vers maître Delorme. « Vous pouvez consigner ceci comme vous le souhaitez, maître. J'atteste devant tout le monde que la disparition de Rosalie n'a jamais été une fuite ni une vente. C'était un crime, accidentel peut-être, mais un crime que nous avons choisi d'enterrer. » Un souffle parcourut la salle. Étienne, le garçon d'écurie d'autrefois, baissa la tête, les yeux brillants. Joseph essuya discrètement une larme qu'il n'aurait jamais avouée. Delorme prit la parole, la voix mesurée. « Madame, ce que vous venez de dire change beaucoup de choses. Sur le plan de la loi, il sera difficile, après tant d'années, d'engager un procès complet. Mais sur le plan de la mémoire, vous venez de faire ce qui était nécessaire. » Il se tourna vers Marianne. « Votre parole a trouvé écho. Vous l'avez portée assez longtemps seule. » Marianne sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Elle n'avait jamais attendu des menottes, ni des juges en toge. Ce qu'elle voulait, c'était exactement cela. Que quelqu'un d'autre prononce enfin ce qu'elle savait depuis toujours. « Et maintenant ?» demanda une voix parmi les anciens esclaves. La baronne se tourna vers eux. « Maintenant, dit-elle, je vais vendre ce domaine. » Un murmure stupéfait s'éleva. Depuis la mort de mon mari, j'ai le droit de décider. Je n'ai ni les forces, ni le désir de continuer à diriger cette maison comme si rien ne s'était passé. Une partie de l'argent de la vente sera versée aux familles qui ont travaillé ici, à ceux qui ont été enchaînés puis affranchis sans jamais recevoir la moindre réparation. Elle marqua une pause. Ce ne sera jamais assez, ça ne ramènera pas Rosalie, ni tous ceux qui ont souffert. Mais c'est ce que je peux faire aujourd'hui. Marianne se leva avec difficulté. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Vous faites ça pour vous ou pour nous ?» demanda-t-elle sans agressivité. La baronne soutint son regard. « Pour les deux » répondit-elle honnêtement. « Parce que je ne veux plus vivre dans ces murs, et parce qu'aucune maison ne devrait continuer à prospérer en faisant semblant d'ignorer sur quoi elle a été construite. » Un silence étrange suivit cette réponse. Ni approbateur, ni hostile. Un silence d'entre-deux, celui où chacun commence à mesurer ce que ses décisions changeront réellement dans sa vie. Le prêtre, enfin, s'avança légèrement. « Il n'y a pas de pénitence parfaite en ce monde, dit-il. Il n'y a que des pas, plus ou moins hésitants, dans la direction de la vérité. » Il se tourna vers Marianne. « Aujourd'hui, c'est grâce à vous que ce pas a été fait. » Elle secoua la tête. « Non, mon père, c'est grâce à Rosalie. C'est elle qu'on a forcé à se taire la première. » Je n'ai fait que lui rendre sa voix. La baronne ferma les yeux un instant. Le prénom résonnait différemment maintenant qu'elle l'acceptait enfin. « Son nom sera inscrit dans la chapelle, » dit-elle soudain. « Pas dans un registre caché, mais sur une plaque, là où tout le monde pourra le lire. Rosalie, morte ici, que cette maison n'a pas su protéger. » Cette phrase fit plus pour émouvoir l'assemblée que toutes les prières de la veille. Pour la première fois, une place, même modeste, était faite à une jeune esclave, dans la mémoire officielle de la maison. Dans les semaines qui suivirent, la décision de la baronne fut mise à exécution. Le domaine fut mis en vente. Des acheteurs potentiels visitèrent les lieux. Certains reculaient en entendant parler de l'affaire, d'autres voyaient au contraire l'occasion d'acheter à prix réduit une propriété entachée. Une partie du personnel choisit de partir, d'autres restèrent en attendant de voir. Marianne, elle, décida de quitter la plantation.
Elle n'avait plus rien à y faire. Le jour de son départ, elle s'arrêta un moment devant la maison principale. La baronne l'attendait sur le perron. « Je ne vous retiendrai pas, » dit cette dernière. « Vous avez gagné le droit de vivre ailleurs que sous ce toit. » « Je ne voulais pas gagner quoi que ce soit, » répondit Marianne. « Je voulais surtout ne plus rien porter seule. » Elles restèrent un instant face à face, deux femmes que tout opposait et que le même secret avait liées pendant un quart de siècle. « Je ne vous demande pas de me pardonner, » répéta la baronne. « Le pardon ne m'appartient pas, » dit Marianne en regardant vers la petite chapelle. « Mais j'espère que, là-haut, quelqu'un a entendu ce qui s'est passé ici. » C'est tout. Elle tourna les talons et s'éloigna, sa silhouette se découpant sur l'allée bordée d'arbres. Joseph la rejoignit avec un baluchon sur l'épaule. Ils avaient décidé de partir ensemble vers la ville voisine, où vivait déjà une petite communauté d'anciens du domaine. Le soir même, la baronne entra seule dans la chapelle. Le prêtre avait déjà commencé à préparer la plaque de pierre où serait gravé le nom de Rosalie. En attendant, il avait tracé le prénom à la craie sur un petit tableau près de l'autel. Elle s'agenouilla, non par habitude, mais par besoin. « Je ne sais pas prier pour moi, » murmura-t-elle. « Alors je prierai pour elle. » Dans la lumière tremblante des cierges, le nom de Rosalie semblait flotter comme une présence discrète, mais tenace. La vieille plantation du sud de la France ne fut plus jamais tout à fait la même. Pour les uns, elle resterait la maison du scandale. Pour d'autres, le lieu où, un jour, la parole de la femme la plus invisible de la propriété avait réussi à faire vaciller tout.